Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau boîtier de chez Razer, donc le Razer Tomahawk au format ATX, donc le modèle ATX. Vous avez aussi un modèle en mini ITX. Alors ce modèle là, on le retrouve à 229 €. Donc quand j'ai vu le prix, je me suis dit c'est quand même assez élevé pour un boîtier. Il y a intérêt qu'il soit vraiment excellent, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo là. Sachez que vous avez aussi un modèle en mini ITX qui existe et il y a eu une review qui a été faite par le collègue youtubeur FNK Hardware, donc je vous mets le lien de sa vidéo dans le petit en haut à droite si jamais vous voulez un format pour des tout petits boîtiers, pour des petites configs en mini ITX. Mais voilà, là dans cette vidéo on va review celui-ci. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et comme d'habitude, je vous le rappelle, vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé par ce boîtier. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels, et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas, et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait, et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center, et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite le Windows sera activé. Alors on commence tout de suite par les dimensions. Alors au niveau de la largeur, donc on est sur une largeur de 235,4 mm. Pour la hauteur, on est sur 494,6 mm. Et la profondeur, on est sur 475 mm. Le poids, on est à 13,5 kg, donc c'est assez élevé pour un boîtier, mais on a la quasi-totalité du boîtier qui est en métal. On est quasiment entièrement en métal sur ce boîtier-là, je vous préciserai les pièces qui sont en plastique, mais voilà, c'est ce qui explique le poids du boîtier qui est quand même assez élevé. C'est assez logique, hein, quand on voit le prix du boîtier, on se dit ça doit être un boîtier premium, et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de métal dedans. Donc au niveau de la carte mère, on peut mettre des cartes mères jusqu'au format EATX, donc des grandes cartes mères, vous n'aurez aucun souci pour mettre tout ce que vous voulez dedans. Pour la carte graphique, vous pouvez rentrer à l'intérieur une carte graphique qui peut faire jusqu'à 384 mm, donc normalement même les gros GPU devraient rentrer sans souci. Et pour ceux qui voudraient mettre un ventirad à l'intérieur, je vous déconseille de mettre un ventirad, le mieux c'est quand même de mettre un water cooling à l'intérieur, mais ceux qui voudraient mettre un ventirad, la hauteur maximale c'est 176 mm. Concernant les emplacements pour le stockage, alors on a 3 emplacements pour des disques durs de 3,5 pouces. Je vais vous montrer, alors j'ouvre la vitre et vous voyez que ici on a le cache alimentation qui peut s'ouvrir et on voit ici les 3 emplacements disques durs. Tout ce bloc là, vous pouvez le dégager si vous voulez, hein. Vous pouvez l'enlever entièrement pour avoir plus de place pour cacher les câbles en dessous. Sinon vous avez aussi 2 autres emplacements mais qui là sont à l'arrière du boîtier qui permettent de fixer donc 2 SSD de 2,5 pouces ou alors des disques durs de 2,5 pouces. Concernant la connectique de la façade, donc c'est assez complet. On retrouve donc le bouton power, le bouton reset, on a une prise USB type C, on a 2 prises USB 3.1 et on a aussi la connectique pour le casque, la connectique pour le micro. Concernant les emplacements pour les ventilateurs, alors vous retrouvez à l'avant 3 emplacements de 120 mm. Vous en retrouvez aussi sur le haut 3 emplacements toujours de 120 mm où vous pouvez mettre 2 ventilateurs de 140 mm. Et à l'arrière, comme vous voyez, j'ai mis un ventilateur ici aussi. On a donc un ventilateur de 120 mm. Pour ceux qui veulent mettre un water cooling dans ce boîtier, sachez que, alors moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un 360 mm en façade, donc vous pouvez mettre jusqu'à du 360 en façade. Par contre, vous pouvez pas en mettre sur le haut du boîtier, étant donné que l'emplacement entre le haut du boîtier et le début de la carte mère, il est trop fin. Donc on peut mettre des ventilateurs, mais on pourra pas mettre le radiateur et les ventilateurs. C'est un petit peu dommage, mais au final, ça fonctionne très bien aussi avec le water cooling en façade. On va parler un petit peu aussi de l'éclairage. Donc comme vous le voyez ici, vous avez donc des bandes LED. Il y en a une de chaque côté du boîtier. C'est des bandes LED qui sont intégrées au boîtier et vous avez aussi le logo ici qui est relié au boîtier. Alors les bandes LED sur le dessous, c'est du RGB. Par contre, le boîtier en façade,
que je vais vous montrer un petit peu mieux comme ça. Le boîtier en façade, il reste entièrement vert. Tout cet éclairage, c'est relié à un petit boîtier qui est à l'arrière, donc derrière l'emplacement de la carte mère. Et ce petit boîtier de contrôle, on le branche sur le port USB de la carte mère et ensuite on peut tout contrôler avec Razer Synapse, mais vous pouvez aussi le contrôler dans le logiciel de la carte mère. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai contrôlé en gros l'éclairage des bandes LED directement avec le logiciel de chez MSI, étant donné que c'est une carte mère MSI dans cette config. Autre chose d'important avec ce boîtier, donc vous avez des filtres pour la poussière, pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui rentre dans le boîtier. Donc on en a sur le dessus, c'est aimanté. On en a aussi un sur le dessous qui est au niveau de l'alimentation. Celui-là, on le sort par l'arrière. Et vous en avez aussi, alors je les avais pas vus au début, mais on en a sur le côté, parce qu'on a des entrées d'air en fait en façade du boîtier, donc sur les deux côtés, et on en a aussi sur le dessous. Donc là, ici, à cet emplacement-là, vous avez donc des filtres à poussière, mais attention, n'essayez pas d'enlever ces filtres à poussière-là, ils sont collés. Si vous les enlevez, vous pourrez plus les remettre. Donc, à la limite, si jamais vous voulez un meilleur airflow dans le boîtier, vous pouvez les enlever, mais vous pourrez pas les remettre. Moi, j'ai plutôt tendance à vous conseiller de les laisser, parce que vous allez voir, j'ai fait des tests de température dans ce boîtier, et c'est très correct. Donc, à moins que vous ayez envie de faire des gros overclocking sur votre PC, normalement, vous devriez les laisser, parce que ça devrait filtrer la poussière, et au niveau des températures, ça devrait pas trop monter. Les deux derniers petits détails concernant la config, donc on a une vitre en verre trempé qui est teintée, donc juste là. Alors vous voyez que là on voit beaucoup mieux les composants du PC une fois que la vitre est ouverte. Quand on a la vitre qui est fermée, vous voyez, on voit surtout le RGB qui ressort. Donc étant donné que c'est une vitre qui est fumée, je vais plutôt vous conseiller de mettre un water cooling avec du RGB, une carafique avec du RGB, des ventilateurs RGB et aussi des barrettes de RAM RGB. Alors là vous le voyez peut-être pas très bien, mais j'ai mis aussi des ventilateurs sur le dessus, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, moi j'ai mis donc deux ventilateurs de 120 mm en haut, un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Et alors là, vous les voyez aussi au niveau de l'aération, on a 3 ventilateurs de 120 mm qui sont les ventilateurs du water cooling. Et alors, le dernier détail concernant la config, vous avez cette façade-là, vous voyez, qui est entièrement amovible. Si vous l'enlevez, vous n'aurez pas de câbles qui vont pendre, vous risquez pas d'arracher comme avec certains boîtiers les câbles. Vous avez ici une petite connectique avec un contact juste là qui permet de gérer l'éclairage du boîtier. Alors, la façade est toute en métal, ça c'est assez rare parce qu'en général sur les boîtiers, même certains boîtiers très haut de gamme, on se retrouve avec un beau boîtier en métal et puis la façade tout en plastique. Donc c'est un peu la déception. Là, ils sont pas moqués de nous, Razer, la façade est entièrement en métal. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette config pour pouvoir faire les tests de température? J'ai mis donc une carte mère, une Z490 Gaming Carbon Wi-Fi de chez MSI. Pour le processeur, c'est un Intel Core i9 10850K, donc un processeur qui chauffe quand même pas mal. Pour le SSD, on a un SSD NVMe PCI Express 3.0, un Seagate FireCuda 510 de 1 Teraoctet. Pour la RAM, nous avons de la Thermaltake Tough RAM, donc 2 barrettes de 8 Go en 3600 MHz. On a aussi 3 ventilateurs de chez Thermaltake, donc là c'est les Pure 12 ARGB Sync. Et d'ailleurs, ces ventilateurs-là, on les retrouve aussi sur le water cooling 360 mm pour refroidir le processeur. Donc celui-ci de water cooling, c'est le Water 3.0 360 ARGB Sync. Toujours de chez Thermaltake. Pour l'alimentation, on est aussi sur un modèle de chez Thermaltake, c'est la Tough Power GF1 ARGB de 850 watts, donc une alimentation avec un petit ventilateur RGB intégré. Et pour la carte graphique, là aussi on est sur une carte qui chauffe un petit peu, hein, une RTX 2080 Super. Donc clairement le combo 2080 Super et i9 10850K, ça va être parfait pour tester les températures du boîtier, étant donné que c'est quand même des composants qui chauffent un petit peu. J'ai monté toute cette config dans le boîtier, sachez que pendant le montage, j'ai eu zéro galère à cause du boîtier. Des fois quand on monte une config, on se dit ah mince, ils ont pas pensé à ci, ils ont pas pensé à ça. Là globalement, tout s'est super bien déroulé, donc le boîtier selon moi est quand même assez bien conçu. J'ai eu juste une petite frayeur à un moment parce que je me suis dit mince, mon water cooling de 360 va pas passer en façade à cause du bloc d'alimentation. Mais ils ont quand même bien pensé les choses, étant donné que juste ici, là où il y a mon doigt, il y a une petite plaque en métal qu'on va pouvoir dévisser. Et on va la dévisser dans le cas où on a un water cooling en 360, parce que ça va permettre de faire passer le radiateur et les ventilateurs de manière à avoir
l'épaisseur nécessaire pour faire rentrer le tout. Donc c'est plutôt cool, c'est assez bien conçu je trouve, parce que grâce à ça on peut quand même mettre du 360 mm dans ce boîtier là. Quelque chose qui est quand même assez intéressant aussi, qui était cool pendant le montage, c'est cette plaque que je vous ai déjà montré un petit peu plus tôt, cette plaque qu'on peut ouvrir comme ça, et qui permet d'accéder directement donc à l'alimentation, de rajouter des câbles si on veut, de fixer les disques durs, donc ça on peut l'enlever, hein, bien sûr, je vous l'ai dit. Mais voilà, c'est quand même assez cool pour tirer les câbles, faire passer les câbles, etc. Le seul petit détail qui est dommage, c'est que vous voyez, cette partie-là, c'est en plastique. Alors tout le boîtier est en métal, tout est super quali, et juste cette partie-là, elle est en métal, c'est un petit peu dommage. Alors maintenant, je vais éteindre le PC pour vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'arrière au niveau du cable management. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à vous préciser quelque chose qui s'est passé pendant le montage. Au moment où j'avais fini la config et qu'il me restait plus qu'à faire le cable management, j'ai le bébé qui s'est mis à pleurer, qui avait faim, tout ça, donc j'ai dû arrêter un petit peu le montage, et quand j'ai terminé et que je pouvais reprendre le montage, il était 4 ou 5 heures du matin. J'avais pas trop la motivation de faire le cable management, donc j'ai fait quelque chose de très rapide. Et clairement, le cable management que j'ai fait dans ce boîtier, il est honteux. Sauf que, il s'avère que pour les flemmards du cable management, Razer, ils ont prévu des plaques que vous voyez juste là. Et ces plaques-là, en fait, ça va vous permettre de cacher un mauvais cable management. Donc clairement, ce boîtier, je vais le conseiller à fond pour tous ceux qui font du cable management très rapide, qui ont la flemme de passer du temps à faire le cable management, parce que vous voyez, je trouve que en fin de compte, malgré mon cable management honteux, ça rend quand même pas si mal, sachant que c'est quand même un boîtier où on a une vitre, donc on n'a pas envie qu'il y ait plein de câbles super moches qui soient visibles derrière cette vitre, hein, c'est pas le but. Donc au final, je trouve que le fait qu'ils aient intégré ces petites plaques en métal, qu'on n'est pas obligé de mettre, hein, si jamais vous n'avez pas envie de les mettre, vous pouvez les dévisser, les enlever, les remettre dans la boîte. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était super pratique d'avoir ça. Alors je vais dévisser pour vous montrer l'étendue des dégâts de mon cable management et pour que vous puissiez juger de ça dans les commentaires, bien sûr. Ah, j'ai oublié de vous préciser quelque chose, là j'y pense maintenant. Vous voyez ces vitres ? Donc elles sont sur une sorte de petite charnière qui permet de les faire pivoter, mais vous pouvez les enlever entièrement, hein, regardez. Voilà, il vous suffit juste de lever la vitre et ça permettra de la sortir entièrement de la charnière. Et voilà donc à quoi ressemble un cable management fait en 5 minutes à 5 heures du mat. Et maintenant je vais vous remontrer avec les plaques pour que vous puissiez voir à quel point ça cache vraiment un mauvais cable management, ces plaques. Et voilà du coup maintenant à quoi ça ressemble une fois que j'ai remis les plaques en métal qui permettent de cacher tous les câbles. Donc moi je trouve ça quand même plutôt efficace. Maintenant à vous de noter à quel point mon cable management est honteux. Donc plus la note est élevée, plus c'est honteux selon vous. Et voilà, bon, je trouve que voilà, clairement pour les flemmards du cable management, ça va être un boîtier qui va être intéressant. Alors avoir un boîtier qui est joli, avoir un boîtier avec des matériaux de bonne qualité, c'est cool. Un boîtier facile à monter, c'est cool aussi. Mais quelque chose qui est ultra important avec un boîtier, c'est de réussir à avoir des températures correctes. Donc, j'ai mis une config avec des composants qui sont supposés chauffer un petit peu plus que la moyenne des composants. On n'est pas sur un Intel Core i5 ou un Ryzen 5. Là, on est sur un i9 et une RTX 2080 Super. Donc tout est fait pour que ça chauffe. Et derrière ça, moi j'ai fait des tests en utilisant donc 2 logiciels simultanément. Donc j'ai utilisé Prime 95 qui est un logiciel qui permet de faire chauffer tous les cœurs d'un processeur au maximum. Et en même temps, j'ai lancé Furmark, qui est à peu près la même chose, un logiciel qui va faire tourner à fond une carafique dans le but de la faire chauffer au maximum. J'ai fait tourner les deux pendant 25 minutes. Alors au bout de 15 minutes, la température a plus changé, donc ça n'a plus augmenté au bout de 15 minutes, donc je pense qu'on a atteint au bout de 15 minutes la température max du boîtier, de ce que sont capables de refroidir ce boîtier avec cet airflow et ces ventilateurs là. Donc au niveau des températures, je suis monté à 69 degrés sur la carte graphique. Pour rappel, la carafique, c'est un modèle de chez Gainward, le modèle Phantom en 2080 Super. Et pour le processeur, alors pour le processeur, j'ai un cœur qui est monté à 90 degrés. Mais sachez que pour Prime 95, il n'y a rien d'ultra étonnant d'avoir un cœur qui monte à 90 degrés, étant donné que le but de ce logiciel, c'est de faire chauffer au maximum. Donc clairement, moi, je m'attendais pas à des bonnes performances. Pour moi, le point noir de ce PC, selon moi, ça allait être les températures. Parce que ces boîtiers-là, on a des boîtiers un petit peu dans le même style chez NZXT. Et le gros souci qu'ils ont, c'est que souvent, ça chauffe. Donc moi, j'avais peur qu'on ait le même problème avec ce boîtier-là. Alors c'est sûr que ça chauffe plus
qu'un boîtier Airflow ultra ventilé, tout ça. Mais clairement, pour un boîtier comme celui-ci, avec une façade fermée et uniquement de l'aération sur le côté et sur le dessous, c'est clairement des super performances, je trouve. Je m'attendais pas du tout à voir ça. Sachant qu'en plus, j'ai lancé les 2 logiciels en simultané et j'ai fait tourner ça pendant 25 minutes. Donc, clairement, moi, je trouve que c'est plutôt positif pour les températures. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est sûr. Si vous comptez faire de l'overclocking, ce sera peut-être pas le meilleur boîtier pour ça. Mais pour des gens qui veulent se faire une config, même avec des composants qui ont tendance à chauffer, sachez que normalement, ça fera l'affaire. Normalement, il n'y aura pas de souci de chauffe dans ce boîtier-là. Donc on en vient maintenant aux points forts et aux points faibles de ce boîtier qui vont déterminer si vous allez l'acheter ou pas selon moi. Alors les points forts, déjà une excellente qualité de fabrication. Moi j'ai trouvé, en fait on a quasiment la totalité du boîtier qui est en métal, même la façade est en métal alors que sur la plupart des boîtiers souvent c'est en plastique. Le boîtier est bien conçu, c'est facile de monter une config dedans. Il est sobre, mais comme dirait Captain Groscha, il est minimalement bling bling, étant donné que voilà, on est sur un boîtier quand même assez simple, mais on a le logo Razer en façade, on a le RGB sur le dessous. En fait, il n'en fait pas trop, mais ce qu'il fait, il le fait très très bien selon moi. Les vitres teintées, ce qui est cool, c'est que elles font bien ressortir le RGB. Donc vous voyez que là, on voit beaucoup plus le détail de la config, mais quand on met les vitres teintées, en fait, c'est surtout le RGB qui ressort. Donc si vous mettez un beau water cooling, si vous mettez des belles barrettes de RAM, des beaux ventilateurs, ça va rendre vraiment super bien dans la config. Le bloc pour l'alimentation aussi, ça c'est super bien qu'ils aient pensé à le faire, de faire en sorte qu'on puisse ouvrir directement le bloc pour l'alimentation parce qu'au moment du montage, c'est super pratique. Et aussi le fait que à l'arrière, on ait les petites plaques en métal qui permettent de cacher les câbles pour les gros flemmards du cable management. Ça aussi, je trouve que c'est un point fort. Par contre, il y a quelques points faibles selon moi sur ce boîtier. Alors, le souci, c'est que on peut pas mettre de water cooling sur le dessus. Moi, j'aime bien mettre le water cooling tout en haut, habituellement. Là, on peut pas. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas prévu, je sais pas, 3-4 cm de plus en hauteur, de manière à mettre un water cooling, ça aurait été vraiment génial. Donc ça, un petit peu dommage, mais au final, étant donné qu'ils ont bien pensé le boîtier de manière à ce qu'on puisse mettre un 360 en façade, c'est pas la fin du monde non plus. Un autre point faible, selon moi, c'est qu'ils nous le fournissent avec un ventilateur non RGB à l'arrière. Quand un boîtier il est à 229 €, on s'attend quand même à avoir quelques ventilateurs RGB avec. Ça aussi, c'est un petit peu dommage, ça va être un coût supplémentaire. Vous allez devoir acheter des ventilateurs. La plaque pour l'alimentation, dont je vous ai parlé, qui est vraiment super pratique. C'est dommage qu'elle soit aussi en plastique. C'est pas un élément qui va se casser, c'est pas bien grave que ce soit en plastique. C'est qu'un petit détail, mais c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas ce bloc qui soit en métal. Et le dernier point faible, selon moi, c'est le prix. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur un prix de 229 €. Alors Razer, ils sont positionnés assez haut en général au niveau tarif. Mais là, je trouve quand même que c'est un peu cher. Moi, s'ils avaient fourni les 4 ventilateurs RGB avec ce boîtier, pour 229 €, ça aurait été très bien, je pense. Mais là, clairement, pour un boîtier comme celui-ci, je l'aurais plutôt vu à 189 ou 199 €, mais pas à 229. Donc, je le trouve légèrement trop élevé. Après, je sais que les fans de Razer, en général, sont prêts à payer un petit peu plus pour avoir le boîtier Razer, le clavier, la souris, etc. Donc voilà, moi c'est un boîtier que je vais plutôt vous recommander, hein. Je suis content du montage que j'ai fait dedans, je suis content de l'esthétique, je suis content des performances aussi de refroidissement. Donc clairement, voilà, ça fait partie pour moi des points les plus importants pour un boîtier. Donc voilà, c'est sûr qu'il est quand même un petit peu cher, mais derrière, ça reste quand même un boîtier très réussi. Donc, vous avez le lien en description pour ceux que ça intéresse. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!